de la part du peuple français pour ne pas prendre en otage le citoyen quand ils font la grève. C'est plus dangereux, plus grave pour le pays que quand ils font des manifestations. Bien, bon, moi j'apprécie pas. David, tu as utilisé une formule prise en otage, qui est une formule habituelle, notamment des gouvernements de droite et du patronat, de certains usagers d'ailleurs. Prendre en otage, c'est une formule assez assassine, assez méprisante. Quand vous travaillez, quand vous êtes salarié dans les transports publics, moi j'aimerais que euh, les usagers qui accusent les salariés des transports publics, les agents de la RATP, les salariés des TCL à Lyon, de la RTM à Marseille, de la SNCF. J'aimerais que les usagers qui critiquent et qui nous disent, qui disent aux salariés des transports, aux ouvriers des transports, vous prenez la France en otage, bah, qui nous proposent un autre mode d'action. Qui nous proposent un autre mode d'action que la grève. Parce que bout du bout, De manifestations. mais le problème c'est que pour dégager les gens, Hmm. on ne peut pas poser des congés pour faire une manifestation. Parce que si on pose un congé auprès de notre patron, le patron va refuser le congé. Ah, c'est-à-dire, vous n'êtes Donc, pas, c'est-à-dire, les gens qui font des grèves, ils sont prêts de faire perdre les citoyens, plusieurs millions de personnes, qui ont même, qui le, vont prob- obtenir quelque chose, perdre quelque chose. le Parce que problème, non, tu sais, moi, tu sais comment je pense. Je suis aux côtés du peuple, de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle pensée, même si je ne suis pas syndicaliste, et tous mes écrits disent ça. Mais c'est vrai, écoute, quand on peut faire des manifestations, pourquoi on fait des grèves? Puisque quand on fait des grèves, c'est un énorme problème national, international, économique, et social, et beaucoup de pertes. mais tout simplement parce que quand on fait une grève qui ne se ressent par personne, eh bien vous pouvez continuer de faire grève, la grève ne sert à rien. La grève ne sert que lorsque vous paralysez à un moment donné, lorsque vous gênez une activité quelle qu'elle soit. Voilà, il faut gêner une Donc, activité. il Il ne faut faut pas gêner. gêner le peuple. Non mais, on peut gêner l'activité d'une entreprise, mais il se trouve quand on est salarié des transports, quand on est salarié de la RATP et de la SNCF, quand on est salarié d'Air France, quand on est salarié de l'EDF, quand on est salarié de la Poste, le seul moyen d'exprimer son mécontentement aujourd'hui en France, c'est pas par la négociation, c'est par la grève et la manifestation. Pour être nombreux dans une manifestation, si vous déposez pas, admettons qu'on fasse pas grève, mais qu'on veuille faire une grande manifestation en semaine, si vous ne déposez pas un préavis de grève, donc si vous n'êtes pas en grève pour la manifestation, vous ne pouvez pas participer à la manifestation. Ça c'est du concret. Ça, c'est pour participer à une manifestation, on est obligé de déposer les préavis de grève. Si on organise une manifestation, notamment en semaine. Sachant que les cheminots, ils travaillent 7 jours sur 7, eux. Et les agents de la RATP, c'est pareil. Par contre, effectivement, bien sûr qu'on gêne les usagers, mais on le sait. Mais les grèves, quand on fait grève alors qu'on est cheminot sur le RER D, la ligne qui va de Paris à Melun, là, pour les auditrices et auditeurs qui nous connaissent, Ouais. cette fameuse ligne misérable, eh bien les cheminots, c'est les premiers à déplorer que la ligne elle fonctionne pas, qu'on fait encore circuler nos voyageurs, les usagers dans des wagons inox, que les rames sont toujours en retard. C'est les cheminots qui gueulent pour leur outil de travail. Ils sont obligés de faire grève parce que les pouvoirs publics ne mettent pas les moyens, parce que le gouvernement pense avant tout à mettre un service minimum. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites grève dans les transports, entre le moment où vous voulez déposer le préavis de grève et le moment où vous avez des réunions, il s'installe 15 jours. Parce qu'on a essayé de casser le droit de grève dans les transports. Et on fait des réunions pour rien aujourd'hui. On fait des réunions avant le préavis, des réunions obligatoires par la loi, qui ne servent à rien parce que les directions d'entreprises de transport, eh bien, ont compris que ça ne servait à rien. Donc en vérité, la loi sur le service minimum dans les transports ne sert pas à résoudre les problèmes de service minimum dans les transports. Parce que quand les salariés des transports sont en colère, eh ben, ils font grève. Ça veut dire qu'ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent parce qu'ils Simon, en ont assez. bonjour. Nous avons Simon avec nous, Rémi, mais on va Oui, continuer bonjour. cette. Bonjour, bonjour Simon. Alors, moi, je vais essayer d'intervenir brièvement, mais pour agrémenter la discussion de quelques informations qui permettront peut-être d'éclairer un petit peu le sens de l'histoire, qui, pour certains, semblait s'être arrêté avec la fin de la guerre froide. Euh,
tout d'abord, je voulais faire un petit parallèle entre, d'une part, certains syndicats d'extrême gauche qui sembleraient finalement faire le jeu du pouvoir qui est à droite, ce qui semble a priori paradoxal. Et je voulais faire un parallèle avec ce qui s'était passé lors de la révolution bolchevique en 1917, lorsque certains leaders de la première tentative communiste ont quelque part dérapé, puisqu'ils ont été pour certains assassinés comme Lénine entre autres, qui le disait lui-même, ne comprenait pas pourquoi lorsqu'il était au volant, les roues n'allaient pas dans le sens du volant en quelque sorte. Et pour arriver à comprendre cela, il faut bien comprendre le rôle de la finance internationale dans la révolution bolchevique. Et il faut bien comprendre que certains banquiers notamment ont très vite compris qu'un parti qui prendrait le pouvoir dans un pays comme la Russie, alors que le tsar Nicolas II était totalement contre la montée de la finance internationale au niveau de la création de la monnaie dans la Russie de l'époque, ils ont choisi Joseph Staline avec l'aide du fils d'Aldrich, qui était le directeur de la Chase, pour financer sa révolution. Même Chase qui a financé la reconstruction de l'Allemagne nazie avec Adolf Hitler, qui était client de la Chase. Et là, on comprend en effet que à partir du moment, si vous voulez, où ce sont des banquiers et des financiers internationaux qui n'ont absolument aucune éthique, morale ou politique, qui endettent les partis en présence, le sens de l'histoire est faussé. Et les lois qui seront votées, comme vous le disiez pour la situation actuelle, ne seront jamais ce qu'elles prétendent être, puisque les dés sont pipés depuis le départ. Je peux même pas dire si la révolution bolchevique en soi est quelque chose qui fonctionne ou pas, puisque de toute manière les dés sont pipés depuis le départ. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez dire. Enfin, de toute manière, honnêtement, les financiers, bien sûr, n'ont pas de patrie ni d'idéologie, si ce n'est de Absolument. prendre le pouvoir économique. Ça, c'est clair. Alors, que les financiers aient participé à la révolution russe, comme vous l'indiquez, c'est possible. Je ne vais pas mettre en doute ce que vous venez de dire. Je n'ai pas la capacité historique, mais par contre, pourquoi pas? Moi, j'accepte Ça peut paraître étonnant. Non, non, Mais- mais je ne suis pas étonné parce que justement, les financiers n'ont pas de patrie, n'ont pas d'éthique et surtout, bon, le seul intérêt des financiers, c'est de gagner du pouvoir financier et de pouvoir dégager des marges plus tard et de diriger en fin de compte. Parce que, Absolument. effectivement, vous savez, pour moi, il y a deux ennemis, c'est la finance et la technocratie. Mais enfin, l'un se nourrit de l'autre, hein. Enfin, la finance en général nourrit la technocratie. Euh, mais en ce qui concerne le rôle de la finance, bon, on le sait, bon, le comité des forges en France était traditionnellement avec le parti de l'ordre, donc avec la droite, bien sûr. Maintenant que parfois les financiers ont financé des partis de gauche pour déstabiliser la gauche, ça c'est de bonne guerre, c'est logique, ça fait partie de la stratégie de la finance. Bon, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau sous notre ciel aujourd'hui. Simplement aujourd'hui, ce qui est encore plus scandaleux, c'est surtout que la situation s'aggrave en termes de gouvernance, notamment de la monnaie. Ah bah oui, bah là c'est... Parce c'est- que la c'est gouvernance de voulu, la ça, si monnaie, vous voulez. il y avait un lien démocratique. Alors, on pouvait être d'accord, c'était peut-être un gouvernement de droite, un gouvernement de gauche, peu importe. Il y avait une gouvernance démocratique autour de la monnaie dans les banques nationales qu'il n'y a plus aujourd'hui et que, je le disais tout à l'heure, même les Américains ne supporteraient pas ce qui se passe en Europe. Je parle au niveau de la gouvernance de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est pire que les financiers qui participent à régler les frais d'une révolution pour prendre le pouvoir, prendre des marchés, etc. Je vous Mais rappelle c'est- quand c'est même que vrai le que tsar, c'est le la dernier continuité. tsar, avait largement quand même hypothéqué les richesses de son pays avec les fameux emprunts russes. Hein. Donc c'était largement quand C'est même vrai. donné à la finance internationale, en tout cas grâce aux petits porteurs, mais quand même, il y avait quand même des prises de participation très importantes dans l'État russe à partir de la fin du 19e siècle et l'apogée étant au tout début du 20e siècle. Et d'ailleurs, probablement que la chute, vous avez raison de le souligner, la chute du tsar vient de cette instabilité économique liée aux fameux emprunts russes et à la volonté de certains financiers de changer de partenaire.
Mais il s'était rendu compte de son erreur, et c'est souvent en faisant des erreurs qu'on apprend, et de la même manière que Woodrow Wilson, en participant à la nationalisation d'une banque centrale, enfin plutôt à la privatisation de la création monétaire par la Fed, de même que Napoléon aussi s'en est rendu compte, ayant aussi contribué à une pyramide usuraire pour ensuite avoir fait un accord avec la Révolution américaine pour échanger des terres françaises aux États-Unis contre $, c'est en faisant des erreurs qu'ils se sont rendus compte où était leur véritable ennemi. Et c'est pour ça qu'ils ont été successivement éliminés, pour que l'usure, finalement, organise l'histoire. Et maintenant, on en est là. C'est-à-dire que si vous pouvez faire un empire bolchevique, vous pouvez faire un royaume, vous pouvez faire une démocratie, si c'est bâti sur une pyramide fractionnelle, ça finira ça finira au carton forcément. C'est pas faux ce que vous dites. Vous voyez ? Donc, en effet, est-ce que la question maintenant, elle est de savoir si en France, alors que la constitutionnalité de la Ve République, après qu'en effet que le Conseil de la Résistance ait créé entre autres la sécurité sociale, puisqu'encore aujourd'hui, il existe dans la Constitution une possibilité de création monétaire sans dette, c'est-à-dire d'escompte du bon du Trésor à la Banque de France, sans avoir recours au marché financier, puisque cela existe encore, est-ce qu'il y a un courage politique en France qui répondra à l'esprit du temps si les Français le demandent, si les Français s'en foutent? Évidemment, on continuera à mettre des rustines pour essayer de sauver le Titanic, si vous voulez. Mais ce sera juste des rustines pour sauver le Titanic. Ce sera guère plus ni moins. Alors que voilà. Pour l'instant, je vois pas le courage politique venir. Mais en même temps, si le courage politique il s'incarne dans des, si le général de Gaulle il arrive aujourd'hui et que tout le monde s'en fout, il va faire quoi? Il va trouver du boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je veux dire, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait aussi une demande. Si 90% des Français trouvent que la situation est pas si mauvaise et on n'a rien à foutre, qu'ils sont même plutôt heureux de voir qu'il y en a qui galèrent plus qu'eux, en effet, ils font le jeu du chacun pour soi, et puis l'usure va continuer à endetter tout le monde, puisque le but du jeu c'est d'endetter tout le monde. Allons-y gaiement. Je pense qu'une partie de la réponse à votre questionnement, et je change pas du tout de sujet, vous le comprendrez, c'est la réorientation de la construction européenne. C'est la prise en main de la gouvernance politique sur la Banque centrale européenne, donc la reprise en main du contrôle de l'émission de monnaie. Je dis bien de l'émission de monnaie parce que je pense que on a abandonné de la souveraineté nationale qui était déjà relativement affaiblie avec la création de l'euro. Je suis personnellement plutôt favorable à l'euro, mais je ne suis absolument pas favorable à l'indépendance de la BCE et de l'Institut d'émission de la monnaie européenne, puisque de facto, déconnecter ce qui représente vraiment le principe de souveraineté, qui est la monnaie, eh bien je crois que ça nous amène dans le mur. La preuve d'ailleurs, puisque toute banque telle que celle que nous connaissons est obsédée par le monétarisme et la lutte contre l'inflation, et ne nous laisse strictement plus aucune marge de manœuvre en termes économiques et de stimulation de la création d'entreprises, etc. Donc moi j'ai une réponse, j'ai cette première réponse, mais je suis d'accord, vous posez un problème plus général, moi j'ai une réponse, une des premières réponses à vous donner. Le problème plus général c'est la puissance de la finance, du monde financier, comment le contrôler, comment l'empêcher, comment le réduire peut-être. Moi, tout à l'heure, je disais qu'il faut détruire certains marchés financiers. Je n'ai pas dit qu'il fallait briser la bourse, mais il faut détruire certains marchés financiers spéculatifs. On a la possibilité de le faire, mais on n'a pas la volonté politique de le faire. Mais on ne peut pas avoir la volonté politique à partir du moment où le sens social ou la monnaie est produite à 98% par le système bancaire privé. L'euro, c'est une monnaie qui a 98% privé et à 2% public. Alors, comment voulez-vous que la valeur de l'euro, l'inflation dans la zone euro, c'est une vaste plaisanterie. Non, mais la valeur de l'euro représente aussi la puissance économique réelle de l'Europe, la puissance industrielle de l'Europe. C'est pas une monnaie fictive, c'est pas une monnaie de chiffon, c'est pas une monnaie de papier. Je ne parle pas de sa valeur fiduciaire et sa valeur par rapport au dollar, peu importe. Mais si l'euro représente une certaine valeur, c'est qu'il y a un potentiel industriel en Europe, c'est qu'il y a un certain dynamisme, c'est qu'il y a l'attraction des investissements directs étrangers dans les différents pays de l'Union européenne.
Donc je ne partage pas tout à fait. Tout à fait d'accord avec vous. Le seul problème, c'est que l'euro, on a le droit de l'utiliser qu'en contrepartie d'une dette irremboursable qui devient une rente à vie pour les usuriers qui créent eux-mêmes la monnaie. Donc la contrepartie de cette dette, c'est le travail des gens. C'est le travail des gens, c'est leurs biens, c'est leur maison. Oui, parce que la politique économique de l'Europe n'est pas correcte et parce qu'on a laissé la Banque Centrale Européenne aux financiers, c'est-à-dire à ceux qui sont obsédés par la lutte contre l'inflation et que de toute manière les financiers ne sont pas intéressés par le développement de l'outil industriel européen. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas de politique industrielle en Europe, il n'y a pas de politique industrielle nationale et que quand on abandonne une souveraineté telle que la monnaie et on doit garder la souveraineté, si elle doit peut-être être européenne, mais la monnaie, elle doit servir à être utilisée pour l'industrie, pour l'emploi, pour la croissance. Aujourd'hui, la monnaie européenne ne sert pas pour cela. Et cela est incontestable. L'article 381 de Maastricht qui stipule que la monnaie centrale ne peut être prêtée qu'aux banquiers ne fait que reprendre ce qu'avait dit Giscard en 1974. Donc déjà à l'époque, on était dans une pyramide fractionnelle. Elle est étendue au niveau européen et la nouvelle gouvernance économique européenne est une vaste plaisanterie puisque à nouveau, ce sont les banquiers qui ont les mains sur le robinet et c'est eux qui décident à qui va le crédit. Voilà, tout simplement. Et c'est eux qui décident qui pourra rembourser et qui pourra pas, simplement en mettant des taux irremboursables. Pour la Grèce, par exemple, il faut savoir que le bon du Trésor grec sur 10 ans a été énormément demandé sur les marchés financiers. Ils se sont déchirés pour l'avoir. Donc le but du jeu, c'est d'endetter au maximum les gens et de les faire travailler comme des esclaves. Donc après, vous pouvez voter à gauche ou à droite, mais si tous les partis sont d'accord pour privatiser les gains des banques et nationaliser les pertes, en effet, l'histoire s'est arrêtée. Mais ça a été en 1913 avec le Federal Reserve Act Bill, et c'est réarrêté en 1973 en France, lorsque De Gaulle a été remplacé par Giscard et Pompidou. Enfin, Pompidou et Giscard. Simone, merci. Voilà. Merci. Bonne soirée et je vous écoute sur la radio. Merci. Alors, nous sommes avec Rémi Offray, syndicaliste ce soir. Mes amis, beaucoup de questions à traiter ensemble. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. David Abbassi avec vous. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bons moments avec nous. Surtout que je suis sûr que depuis déjà 30 ans, vous êtes fidèles. La plupart des gens, c'est depuis 30 ans, nous écoutent. Et Rémi Offray est avec nous encore quelques minutes. Et si vous avez des questions, moi-même j'ai beaucoup de questions, mais on va prendre les appels si tu veux, Rémi, après une petite, soi-disant, pause musicale. Voilà, hein? Qu'est-ce que tu en dis? Très bien. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois, de 23h à 7h du matin. Son site internet, davidabbassi.com, Abbassi, A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Tomorrow never comes. There is no such thing as tomorrow. There never will be. Because
Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant. Alors, nous sommes avec Rémi Offray, notre ami syndicaliste, et on va recevoir aussi avec nous, on va avoir avec nous deux jeunes hommes, Rémi, Karl et Jérôme. Bonjour Karl, bonjour Jérôme. Bonsoir. Bonsoir. Alors Karl va commencer et Jérôme après lui, dès que vous voulez, vous pouvez intervenir. On vous écoute. Bonsoir Rémi. Alors, on voit que j'aime pas beaucoup les syndicats, les syndiqués, les fonctionnaires. Et que bon, je vais essayer de pas trop m'emporter dans... Enfin, bon, voilà. T'as pas de chance là, Rémi, avec avec Karl. C'est Karl? Oui. Jérôme, est-ce que toi tu aimes les syndiqués? Oui, parce que c'est un contre-pouvoir et on en a besoin. Et Ouais. donc moi j'aime les syndicats et les syndiqués, à condition évidemment qu'ils soient complètement indépendants. On peut avoir des doutes avec ce qui s'est passé avec le scandale là de l'UIMM. On s'est aperçu que certains syndicats semblaient être arrosés avec de l'argent liquide Mais c'est par certain. l'UIMM. Bon, alors après, je connais pas, j'ai pas toutes les preuves, je connais pas tous les tenants et aboutissants, mais j'aime le concept des syndicats et des syndiqués. Après, bon, il faut que ce soit des gens intègres comme Rémi semble l'être. Alors je crois que Karl, il va nous donner certaines raisons pourquoi il n'aime pas les syndicats. Ouais, je vais encore Oui. passer pour Oh non. Mais Ici, si, parce que j'écoute depuis le début et c'est pour moi qui suis un peu musicien, c'est toujours la même musique. On a l'impression d'un discours appris et répété depuis l'école à la fac. Enfin bon, je vais essayer d'être un Ça peu tombe plus... bien, j'ai pas fait la fac. Non mais je vais être assez... Ouais non mais je vais y venir. Enfin bon voilà, je suis issu... en fait ce qui me dérange c'est depuis que j'écoute, je vous ai pas entendu ou je t'ai pas entendu une seule fois citer le mot artisan. Et ce qui me gêne c'est que tu as aussi dit, ou vous avez aussi dit que vous considériez certains cadres comme des ouvriers. Alors pour moi c'est un peu schizophrène tout ça. Je dirais ce qui c'est pour moi le grand bouleversement, on va remonter à 1789 où 40% des guillotinés étaient des artisans. Alors j'aimerais comprendre pourquoi cette haine, ce mépris envers l'artisan. Parce que moi j'ai du... C'est un peu simpliste votre propos là. Non, moi j'ai du mépris envers les francs-maçons, les cadres, parce que depuis 20 ans, je n'ai jamais entendu un syndicat parler des artisans. Et à la télé, on est capable de nous mettre une pub. Attends, excusez-moi, je vais juste terminer. On est capable de nous mettre une pub comme quoi on est la première entreprise de France. Oui, mais... Et voilà, c'est ça, je n'ai jamais compris, parce que être artisan, il faut certaines qualités morales, artistiques, graphiques, que les cadres n'ont pas. Et en fait, ce système instauré par on sait qui commence déjà dès la plus petite enfance par un système qui mène les enfants à une compétition. D'ailleurs, ce qui est étrange, c'est que
les manifestations, c'est pas en faveur des enfants en ce moment. Il y a un stress incroyable des enfants à l'école, il y a un échec total de l'éducation nationale, une médiocrité des instituteurs, et ils sont tous syndiqués. Hein. Ça, pour ça, c'est normal, ce système produit... Moi, je suis étonné que vous soyez pas libre dans votre raisonnement. Non, mais je sais bien, Non, mais moi, je vais vous suis dire. artisan, je ne suis pas fonctionnaire. Non, mais attendez. Ce qui fait la différence entre vous et moi, c'est que moi, Mais je travaille. Pourquoi vous avez un esprit clivant comme ça et volontairement conflictuel? Mais parce que Moi, nous écoutez, sommes différents. Non, mais attendez. Mais heureusement, moi, je suis pour moi, le respect des différences. Je n'appartiens pas à une classe sociale qui travaille 35 heures, Mais écoutez, payé 45, avec 14e mois, avantage au niveau des la crédits, différence, et qui en plus se plaint... la différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne me permets pas de vous juger. Ah non, mais moi... Tandis que vous vous permettez de vous juger. Vous Et n'appartenez je vais vous pas... dire un truc, tant qu'il y aura des républicains comme moi, ce Non, que non. vous me dites, Vous je l'accepterai. Vous mentez au je peuple. l'accepterai. Vous Par mentez- contre, je vais Vous vous n'êtes dire, qu'une classe qui le ne pense qu'à syndicaliste- consommer. le syndicaliste n'est pas un politique, c'est pas un élu, c'est pas un ministre. Le syndicaliste, il représente les salariés. Vous n'êtes pas salarié, vous êtes artisan. Je respecte le travail de l'artisan. Moi, je respecte. Moi, je Mais dis qu'un Karl, cadre, Je suis respectueux de votre travail. Mais par contre, que vous osiez dire que les salariés travaillent 35 heures, donc vous laissez entendre que ce sont des feignants, etc. Oui, ça, tout à fait. je n'accepte pas. Ça, c'est de Mais l'invective. c'est clair. Moi, quand- je respecte votre travail. Respectez-moi Un comme je artisan- vous respecte. Ça s'appelle de l'égalité et du respect. Non, Et mais moi, je respecte l'artiste à condition que l'artiste, parce qu'il se dit artiste, il non, méprise tu- les salariés. Vous ne pensez pas... pour Mais un moi, je vais vous artiste. dire, le syndicaliste, il représente les salariés, il ne représente pas les artisans. Mais je respecte les organisations de représentation des artisans. Elles font leur travail. Si vous estimez que vous êtes mal représenté par votre organisation artisanale, ou qui est dite comme représentant des artisans, vous vous adressez à elle. Moi, en tant que syndicaliste, je défends les salariés, ceux qui touchent un salaire. N'allez pas dire que parce que je fais ce militantisme-là, je suis un feignant, un bon à rien ou quelqu'un qui coûte cher à la société. Mais c'est- Retournez-vous vers vos organisations à Non, vous. non, Et je non, ne suis non. pas un élu, je suis ni ministre, ni député, Mais ni c'est quoi sénateur. votre métier alors? C'est quoi? Moi, si, je- si demain vous Moi, perdez je travaille, ça fait depuis l'âge de 16 ans, je travaille depuis, donc, vous calculez, je sais même plus, vous voyez, ça fait 28 ans Donc, que on a je 28 bosse. ans, ça fait 28 Ça ans. fait 28 ans que je bosse, j'ai pas de leçon à recevoir de quiconque, y Non, compris d'un bosser, autre c'est pas- salarié. Non, Je vous bosser, c'est pas respecte, être à la SNCF, Je vous respecte, suis désolé. respectez-moi. Non, je suis Non, désolé. Rémi, pardon, Karl, une question, Karl. Est-ce que vous êtes membre de SACEM ou non? Comme Non, artiste. Mais ça n'a aucune importance. Non, je te pose la question. Tu n'es pas Non, membre de non, SACEM? non. Mais tu peux être membre de SACEM, hein, Mais- pour défendre tes intérêts et tout ça. Mais non. Ça à aussi, partir du c'est moment une où- sorte de Monsieur veut syndicat. pas payer, monsieur veut pas payer à la SACEM, bien sûr. Mais non, mais c'est pas... Moi, je ne travaille pas pour être à la SACEM. Ah. Mais bien sûr, vous travaillez pour vous. Mais non, Et moi, je travaille pour les dirais autres. même- C'est moi, la je dirais même différence. que Moi, c'est- je travaille pour les autres. C'est une question Ah ouais. vitale pour moi. On va dire que c'est la limite de l'auto-hypnose. Jérôme, Non, mais- Jérôme, qu'est-ce que vous pensez? Karl, reste avec nous. Non, Alors, mais si vous voulez, je veux pas passer pour... mais j'ai Non, quand même non, le non. droit de dire ce que je pense. non, mais vous bien avez sûr, le droit de vous avez le dire. droit de le dire. On va Non, écouter mais quelques minutes. Rémi, pour moi, je ne conçois pas que on n'ait pas encore fait quelque chose, qu'on considère pas que se lever à 6 heures du matin est un travail moral, et il faut avoir du courage, et que je ne comprends pas que certains cadres qui commencent à 9h30 du matin... Mais vous ciblez les cadres, mais moi je ne sais pas, moi. Mais Moi- c'est là-dessus qu'il moi- faut se battre. Non, mais c'est à la là-dessus qu'il SNCF, faut se à la battre. SNCF, il y a des mecs qui travaillent 7 jours sur 7. On est en découché, on couche dans des foyers. Il faut revaloriser le travail manuel. Ah oui, non, mais attends, vous me le dites à moi, je suis d'accord avec vous. Ben oui, Mais mais c'est pas- tout, mais tout le même moi, si problème je est le là. On mais a écrivez- à l'école, on envoie les enfants dans des directions. Mais je ne suis pas contre ce que vous me dites. Mais dites-le au ministre, dites-le aux parlementaires, dites-le. De toute manière, la revalorisation du travail manuel, bien sûr, moi je suis pour, je ne suis pas contre l'artisanat. Vous êtes en train d'opposer l'artisanat et les salariés. C'est stupide ce que vous faites. Oui, C'est mais je stupide. n'entends pas les syndicats défendre les artisans. J'ai Mais parce que l'impression c'est qu'on pas nous leur hait, objet, c'est-à-dire c'est pas que- leur rôle.
D'un côté, on nous dit on compte sur vous parce que vous êtes la première. Mais en contraire, moi, je veux pas qu'on me flatte ni quoi que ce soit. Non, mais J'ai les pas besoin syndicats de salariés n'ont pas pour objet de défendre les artisans. Chacun son rôle. Mais non. On n'est pas contre les artisans, mais notre objet, le syndicat, c'est pas un objet pour défendre tous les citoyens. Alors à ce moment-là, moi, je suis artisan, je vais dire à un mec non, je travaille pas pour toi parce que t'appartiens pas Non. au groupe. Vous avez une organisation, vous avez l'Union professionnelle artisanale, vous avez l'UPA qui vous représente, je suis désolé, dans les chambres artisanales, vous avez des chambres artisanales pour défendre vos intérêts, vous travaillez, c'est normal qu'on vous défende, mais ceux qui vous défendent, c'est pas les syndicats, mais son c'est premier l'UPA. salaire, ce que vous comprenez pas, c'est qu'un artisan, son premier salaire, c'est son travail. C'est son travail. C'est presque du taoïsme. On est artisan parce que on aime se casser la tête sur des choses. Parce que vous croyez que le cheminot qui se lève, lui, des fois à 2h du matin, il se lève par plaisir ou il se lève parce qu'il n'aime pas son travail? Ben moi, je pense que s'il a les capacités pour faire autre chose, il fait pas cheminot. Alors, restez avec nous. Non, Karl, vous restez avec nous. On va écouter quelques minutes aussi, Jérôme. Après, oui, Jérôme, rebonjour. Oui. Je vais parler d'un autre sujet, mais bon, pour réagir. Restez avec nous, Karl, là. Oui, pour réagir par rapport aux propos de Karl, je pense que bon, il faut pas opposer les catégories professionnelles avec d'autres catégories professionnelles. Bon, comme là, Monsieur Rémy, bon, il défend apparemment très bien les salariés qu'il est censé représenter, et puis bon, les artisans, c'est encore autre chose. Je vois pas du tout l'intérêt d'opposer ces deux catégories. Là, vraiment, je pourrais plutôt tendance à donner raison à Rémi, mais je voulais parler d'un tout à fait autre sujet. En fait, je voulais corriger une petite inexactitude qui a été dite par Rémi, mais bon, c'est pas grave, on peut pas tout savoir. C'est vrai. En fait, contrairement à ce que vous a dit Henry Kissinger, les Américains ont exactement le même problème que les Européens, à savoir que le pouvoir politique américain n'a strictement aucun contrôle sur leur banque centrale, sur la Fed. Donc notre gros problème d'indépendance de la Banque centrale européenne, ils ont exactement le même problème aux États-Unis depuis plus longtemps. En fait, ils l'ont depuis décembre 1913. C'est le fameux Federal Reserve Banking Act de décembre 1913. Une bourde incroyable qui a été faite par Woodrow Wilson, le président de l'époque. Et donc les États-Unis, en fait, n'ont pas du tout la maîtrise de leur politique monétaire. Non, mais dans les évidemment, faits... c'est un sujet tabou. Alors, c'est un sujet qui est bien connu sur Radio ici maintenant. On en parle souvent. On en parle notamment avec André Jacolbeck. Et ça, bon, il y a des choses, des fois, les théories sont un petit peu difficiles à vérifier. C'est des rumeurs, mais on n'a rien de tangible. Alors là, c'est du tangible. Vous prenez les lois américaines, vous regardez au paragraphe Federal Reserve Banking Act de décembre 1913. Sauf que dans les faits, je vous coupe, excusez-moi, vous avez raison. Vous avez raison sur le côté juridique, sauf que dans les faits, quand le président des États-Unis s'adresse au gouverneur de la Fed, le gouverneur de la Fed, il le reçoit et il l'écoute. Tandis que quand le président de la BCE reçoit un coup de fil du président du Conseil européen, puisque ça tourne tous les 6 mois, non seulement il ne prend pas son coup de fil, et il ne l'écoute pas. Donc ça, c'est complète. Je pense qu'il y a quand même une différence. Franchement, je vous dis, il y a quand même une différence d'appréciation. Et moi, alors, certes, c'est Kissinger, je ne suis pas un fan de Kissinger, mais enfin, il l'a déclaré d'une façon qui était suffisamment claire pour être retenue. Vous avez certainement raison sur les faits juridiques. Maintenant, je pense que votre avis juridique est à modérer par rapport à la concrétisation des relations entre le président des États-Unis et le gouverneur de la Fed. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est évident que le président américain n'a strictement aucun intérêt à reconnaître qu'en fait, il n'a pas vraiment de pouvoir et que c'est la Fed qui décide du taux d'intérêt, c'est la Fed qui décide de la quantité d'argent qui va être créée et puis déversée dans l'économie. Et il a tout à fait intérêt à donner l'impression qu'il a le contrôle de la Fed, mais dans la pratique, il est d'une autorité publique. Non, je pense qu'il n'a strictement aucun pouvoir sur la Fed. Alors je vous concède que en fait le Sénat américain adoube un des 7 gouverneurs de la Fed une fois tous les 14 ans. Bon, certes. Mais dans la pratique,
la Fed est une banque privée qui a des actions qui ne sont pas cotées en bourse, mais qui sont possédées par les banques privées suivantes, Banque Rothschild, Goldman Sachs, les frères Lazare, Goldman Sachs, puis j'en oublie un ou deux. Bon, c'est là où le vrai pouvoir. Je voulais parler également d'un autre sujet. Alors, je reviens sur le sujet des retraites. Alors, on a dit à propos des retraites qu'il suffisait d'augmenter un petit peu les cotisations retraite pour équilibrer le budget et faire en sorte que les actifs puissent pourvoir aux pensions des retraités. Alors, effectivement, c'est une des possibilités. Je suis tout à fait d'accord qu'on pourrait effectivement aller dans cette voie-là. Mais il y en a une autre beaucoup plus simple, et quelque chose il y a une escroquerie intellectuelle. C'est qu'on nous fait croire que les retraités ne peuvent être financés que par les actifs, qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais en fait, le rôle de l'État, c'est de redistribuer les richesses. Bon, alors là, on paye des impôts, la TVA, l'impôt sur le revenu, etc. Et après, l'État le dépense comme il veut, etc. Et le fait de segmenter le budget de l'État, le fait de segmenter les dépenses en disant que intellectuellement c'est impossible que l'argent des retraités arrive d'autre part que ceux des actifs, c'est complètement idiot, c'est une escroquerie intellectuelle incroyable. En fait, le budget de l'État pourrait tout à fait servir à financer les retraites. Il n'y a strictement aucun problème technique à ça. Et un des plus gros gaspillages d'argent public actuellement, c'est effectivement le paiement des intérêts sur la dette. Comme l'ont très bien dit plusieurs auditeurs précédents, bon, l'idée était là, on sentait qu'ils savaient beaucoup de choses, mais ils n'ont pas forcément exprimé leurs idées hyper clairement. Donc je reviens sur le sujet en essayant d'être plus clair qu'eux. En fait, il faut savoir que tout l'impôt sur le revenu, la totalité ou la quasi-totalité de l'impôt sur le revenu sert à payer les intérêts d'une dette illégitime. Et si vous voulez, la Banque centrale, le fait que la Banque centrale européenne soit indépendante, c'est pas uniquement une question politique, ça induit pas simplement le fait que les États européens ne maîtrisent pas le taux d'intérêt. Ça oblige, avant 1973 en France, bon, l'État est financé par les impôts. Le problème de l'État, c'est que l'État a tendance à dépenser plus d'argent que les impôts. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on faisait, par exemple, en 1972? Eh bien, on crée de la monnaie à partir de rien, on crée de l'inflation, en fait. Mais cet argent est gratuit. L'État se finance gratuitement de cette façon-là, en créant de l'argent à partir de rien. Moi, j'appelle ça l'impôt-inflation, mais c'est un terme personnel, qui m'est propre. Et en créant cet impôt inflation, c'est une taxe prélevée sur les épargnants. En fait, si vous avez, 10 000 euros sur un livret A, si on crée de la monnaie supplémentaire, cette épargne est dévaluée. Bon, ça a tendance un petit peu à taxer ceux qui sont riches. Mais l'État ne s'endette pas, du coup, et ça permet d'équilibrer le budget, ça permet de faire passer le déficit de l'État sur l'inflation. Mais maintenant, ça c'est terminé. Maintenant, comme c'est impossible, les États ne peuvent pas créer de l'argent à partir de rien et le dépenser, ils sont obligés de s'endetter. Et ils s'endettent auprès d'une banque privée qui est la Banque Centrale Européenne, ou de banques privées qui ne sont pas... Oh, là, je dis une bêtise. Jérôme, c'est Bachir, tu sais, je vais donner quelques minutes de parole à Bachir, après je vais vous prendre vos cartes. Bachir, bonjour. Oui, bonjour. Je ne me rappelle plus de votre prénom. Rémi. Rémi, oui. Bonjour, l'intervenant. Nous sommes avec Rémi Offray, Bachir, notre ami syndicaliste, et on vous écoute. Allez. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que effectivement, concernant le syndicalisme, en général, de la fonction même qu'elle a de protection du salarié, c'est que, à mon avis, il y a quelque chose, une sorte de sclérose, quelque chose qui n'évolue plus depuis un certain temps, parce que c'est vrai que par exemple les salaires, même avant la crise, il n'y avait pas d'augmentation, il y a quelque chose, il y a une très grande difficulté de faire avancer les choses, et à mon avis c'est sur les formes structurelles. Parce que là, aujourd'hui, on a affaire à des secteurs financiers qui sont en pleine évolution, mais les types d'actions que proposent les systèmes syndicaux n'ont pas d'effet efficace parce qu'elles interviennent à des moments ponctuels.
Or, ce sont des actes quotidiens qui sont mis en place par la plupart de ceux qui sont dans les pouvoirs, dans ceux qui manipulent les éléments. Et les formes d'action ponctuelles passent très et n'ont pas d'impact sur l'avancée de ce système qui est mis en marche, puisque ce sont des décisions ensuite par rapport à des lois, des décisions qui sont faites par des personnes qui tiennent les rênes, qui mettent qui structuralisent le phénomène, et donc les pouvoirs politiques sont prisonniers aussi. Ils sont complices, mais enfin, ils étaient peut-être pas complices au début, mais ils commencent à le devenir sous la pression, et parce qu'ils veulent aussi être sauvés, ne pas être noyés avec le peuple dans le bateau, quoi. Il y a plusieurs questions dans votre intervention. Oui. Bon, tout d'abord, faut quand même rappeler pourquoi a été créé, dans quelles conditions a été créé le syndicalisme moderne, classique, comme il existe partout d'ailleurs. Le syndicalisme, il a été créé sur la base industrielle, à savoir qu'il a trouvé sa force dans les grandes usines. Et le syndicalisme, c'est une force d'action collective qui est vraiment née dans les grandes industries, dans les grandes usines. La force du syndicalisme et la genèse du syndicalisme, c'est les grandes industries. Et il se trouve que depuis quelques décennies, avec la division du travail, avec la parcellisation de l'emploi, avec la vraie transformation de l'emploi, puisque aujourd'hui, on vit un individualisme dans le monde du travail. Et l'individualisme dans le monde du travail, c'est très difficile pour le syndicalisme qui s'est structuré pour une forme d'action collective. C'est très difficile pour le syndicalisme. Alors en France, en Europe et dans le monde, hein, c'est pas spécifique à la France, mais la structure même du syndicalisme, elle est difficilement évolutive. Elle se cherche aujourd'hui pour défendre, quand je dis bien tous les salariés, y compris les salariés à domicile, les salariés qui travaillent de plus en plus dans des petites unités de production, parce que le capitalisme, lui, il a évolué. C'est-à-dire le capitalisme, il a compris que pour conserver le pouvoir, pour diriger les entreprises, c'était beaucoup plus facile de créer une multitude de filiales, de casser les statuts, parce que quand vous aviez une unité d'action, les grandes entreprises comme Renault, Citroën, ça devient des objets préhistoriques. Et les filiales d'une même de la classe économique. Les filiales d'une même multinationale, pardon. Et les filiales des multinationales, toutes ces filiales, ces petites unités qui appartiennent à des groupes. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez une entreprise, y compris la mienne. Moi, je suis à la SNCF. La SNCF, entreprise publique, vous vous dites, mais la SNCF, c'est un ensemble, c'est qu'une entreprise. La SNCF, aujourd'hui, elle a 800 filiales. Il y a environ 153 000 cheminots à statut, des cheminots normaux, qui ont un statut relativement protecteur, mais qui a été gagné sur l'histoire. Hein. 153 000 cheminots en 2010, il y en avait 495 000 en 1948. Et, écoutez-moi bien, 153 000 cheminots à statut, mais dans le groupe SNCF, nous sommes environ 225 000. C'est-à-dire que il y a environ près de 75 000 salariés du groupe SNCF qui ne sont pas des cheminots à statut. C'est-à-dire qui représentent quasiment plus un tiers des employés du groupe SNCF ne sont pas des cheminots à statut. Mais ils sont dans les 800 filiales. Et ça, c'est un mouvement historique qui existe dans toutes les grandes entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Les groupes multinationaux ou nationaux d'ailleurs, peu importe, créent une multitude d'entreprises. Et je vais vous dire pourquoi. Mais justement, parce que c'est une possibilité de briser l'action collective, c'est une possibilité de briser l'action revendicative, c'est une possibilité d'éviter d'avoir des revendications salariales, c'est aussi une possibilité de remettre en cause des réglementations du travail internes à l'entreprise. Et ce que je voulais vous dire, c'est que aussi, par rapport aux grèves qui sont faites, les grèves ne sont faites que, dans la plupart des cas, que par le secteur public qui mobilise le plus. Or, c'est le secteur privé qui
est moins en grève ou quand il y a des délocalisations ou des fusions, enfin, où on prépare en masse du chômage. Non, mais ça c'est typique de la qui eux sont les producteurs, les vrais producteurs, parce que dans le service public c'est plus du service à la personne, enfin en gros, hein, mais qui sont pas productifs du capital. Et ceux qui devraient se mettre plus en grève, ce sont le secteur privé, les gens mais ils le font pas. Je suis d'accord avec vous, mais je vais vous dire, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la raison que je viens vous expliquer. Aujourd'hui, le secteur privé, il est morcelé. Même une grande entreprise a plein d'entités juridiques différentes. Donc ça devient de plus en plus difficile à un salarié du secteur privé de faire grève. Et aujourd'hui, contrairement d'ailleurs au Japon, parce que je vais vous expliquer comment ça se passe au Japon, c'est intéressant. Mais en France, c'est le secteur public, et en général en Europe, c'est les grandes entreprises, notamment les entreprises publiques, mais aussi les entreprises métallurgiques et industrielles, comme dans la métallurgie en Allemagne. C'est les grandes entreprises publiques et industrielles qui donnent le la de la revendication des mouvements sociaux, en fin de compte des hausses de salaire. Je vais simplifier, je vais parler par exemple des hausses de salaire. Au Japon, c'est un système complètement inverse. C'est-à-dire qu'au Japon, qui a vu après 1945 la construction de grands groupes industriels, hein, Toyota, Honda, Mitsubishi, etc., eh bien, chaque année, alors par contre au Japon, comme ils sont très organisés, c'est assez ritualisé. Hein, c'est-à-dire c'est un rituel quasiment calendaire. Ils font ce qu'ils appellent l'offensive de printemps, et au début du printemps, ils font des manifestations. Alors ils font des manifestations sur des durées très courtes, etc. Ils gueulent un peu, ils montent leurs pancartes, etc. Ils font très peu grève, hein, ils font peut-être quelques heures de grève, maxi. Et ils font ce mouvement parce qu'ils ont décidé avec le gouvernement, depuis quasiment 1945, que le secteur privé lance ce type de manifestation. Et à partir du mois de mai-juin, le gouvernement réunit avec d'ailleurs le patronat du secteur privé japonais et les syndicats pour négocier les augmentations de salaire et éventuellement les avantages sociaux. Et figurez-vous que c'est les résultats de la négociation dans le secteur privé, chez Mitsubishi, Honda, etc., qui produit ensuite les augmentations qui seront appliquées dans le secteur public des fonctionnaires. Oui, c'est-à-dire que c'est le secteur privé qui vraiment, les résultats de la négociation de printemps dans le privé, donnera enfin un petit peu la note du secteur public. C'est ce qui nous paraît assez extraordinaire pour nous, Européens, mais enfin c'est comme ça que ça marche au Japon. La seule différence aujourd'hui au Japon, il y a une évolution formelle, c'est que ce qu'on a appelé pendant trop longtemps l'emploi à vie dans les grandes entreprises privées n'existe plus, que la jeunesse japonaise aujourd'hui préfère à la fois changer d'entreprise, donc fait du nomadisme d'entreprise quand elle peut le faire, qu'elle n'est plus du tout attachée, il n'y a plus du tout cette fonction qui agrégeait l'individu à l'entreprise, parce que c'était assez fort. Hein. Au Japon, c'est encore assez fort, mais la jeunesse japonaise est de plus en plus rebelle à ça. Le jeune japonais est bien moins suiveur et bien moins fidèle à une entreprise. Et puis dans les faits, la réalité, c'est que le fameux emploi à vie dont on a beaucoup parlé au Japon, il existe de moins en moins, il est particulièrement effrité. Mais vraiment, par contre, la négociation sociale, c'est vrai qu'en France, et en général en Europe, c'est quand même le secteur public, et plus généralement aussi, je dirais non, plus particulièrement, le secteur des transports. C'est pour cela que les salariés des transports, notamment les cheminots, les gens de la RATP, les gens des transports publics dans les villes ont beaucoup protesté lorsqu'il y a eu la loi sur le service minimum de Bussereau et de Raffarin. Pourquoi ? Parce que le pouvoir politique français a très bien compris que le secteur des transports français, c'est un des rares secteurs, peut-être avec l'administration, mais ça reste quand même un des rares secteurs qui est en capacité de se mobiliser, et lorsqu'il y a une grève, dont les effets se font sentir directement. Et le pire pour un pouvoir politique, qu'il soit français ou étranger, c'est d'avoir une gêne dans les déplacements des citoyens, dans les déplacements, les livraisons, etc. Et c'est vrai que la loi sur le service minimum, ce que les usagers comme vous, comme moi, enfin des gens comme moi qui circulent dans les transports en commun n'ont pas compris,
c'est que le service minimum n'a pas pour vocation prioritaire d'assurer, comme son nom l'indique, un service minimum, mais à mon avis, l'objectif politique, c'est d'éviter que les organisations syndicales dans le transport puissent faire grève dans des conditions maximales, c'est-à-dire puissent faire grève un nombre très important, qui ait une efficacité au mouvement de grève. Ça a été fait pour réduire l'efficacité de la grève dans les transports. J'en suis convaincu. Certes, je suis partial, j'assume complètement ma position, mais je suis convaincu que c'est une loi très politique, parce qu'en fin de compte, faire circuler les gens dans certains RER, comme dans des bétaillères, en faisant circuler un RER sur 3 ou 4 ou 5, je trouve que c'est scandaleux. Par contre, le gouvernement vous répond, nous avons fait respecter la loi sur le service minimum. Mais le service minimum, dans ce cas-là, ça s'appelle le service ridicule, et c'est plutôt, l'objectif, c'est plutôt de décourager les salariés des transports de faire grève, parce que je peux vous dire aujourd'hui que, par exemple, à la SNCF, quand vous voulez faire grève pour un agent de conduite ou un contrôleur de train, vous êtes obligé de confirmer, à la fois l'organisation syndicale est obligée de déposer une demande de concertation immédiate à un minimum de 14 jours avant la grève effective. Et ils ont vraiment été efficaces d'ailleurs dans la mise en place de ces formes de loi dans ce qui va être carré. Oui, voilà. C'est-à-dire quand il y a des lois à faire passer, quand c'est en avantage pour le peuple, ça dure pas, quelquefois ça passe pas. On le voit par rapport à tout ce qui est faire des taxes aux banques, faire de tout ça. Mais quand il faut faire des lois pour limiter la casse des grèves, tous les trucs comme ça passe direct. Ça passe direct. Ouais. Mais vous avez raison, je fais le même constat. Et dans le service minimum, on veut aussi faire un service public minimum en supprimant un fonctionnaire sur 2 quand il part à la retraite. Alors bon, là, ils sont embêtés parce qu'ils veulent partir 2 ans plus tôt, le fonctionnaire, quelque part. Bon, la petite note d'humour. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir concernant donc ça s'appelle les raisons d'une inefficacité de... Non, mais c'est pas une inefficacité, on est dans la politique. Le service minimum... Il faut changer, transformer les structures, et les modes d'action, des modes d'action qui seraient plus rénovateurs, c'est-à-dire qu'est-ce que vous proposez? Qui seraient pas ponctuels, mais beaucoup plus progressifs. Non, mais je vais vous dire un truc. Voilà. Oui. On se pose la question. On n'a rien trouvé d'autre. Moi, il faut réfléchir, on est peut-être pour ça. Je vais vous dire un truc. Réfléchir là-dessus, ça fait un bout de temps qu'on réfléchit là-dessus. Parce que moi, je suis le premier à dire... On est désarmé, quoi. Il faudrait qu'on concilie. Comment vous protestez? Je veux dire, comment on peut protester? Comment notre arme, en tant que salarié, comment vous pouvez... Je parle en tant que salarié. En tant que citoyen, c'est différent. En tant que citoyen, vous sanctionnez la majorité en place si vous n'êtes pas d'accord. Quelle que soit la couleur de la majorité. Moi, vos opinions politiques ne m'intéressent pas, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'en tant que citoyen, vous avez votre sanction. En tant que salarié, comment vous pouvez exprimer votre mécontentement par rapport à votre patron, parce que les salaires ne suivent pas le coût de la vie, parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'il y a une détérioration du pouvoir d'achat considérable, les salaires ne suivent pas, la retraite, on la remet en cause. En tout cas, on va être obligé on veut nous obliger de travailler plus. Quels sont les moyens pour nous faire respecter et pour obtenir de nouveaux droits, parce que nous, on considère qu'il y a plus de richesses produites. Alors, comment on peut faire? Il y a des idées, mais elles sont utopistes. Oui, parce que la grève, aujourd'hui, la grève, c'est le plus vieux moyen. C'est certainement pas le meilleur, notamment pour les transports, parce qu'on sait très bien qu'on pénalise les usagers des transports, parce que nous, on est des usagers aussi des transports. Moi, j'habite à Paris, j'utilise les transports. Et moi, je suis le premier. Alors, je râle plus. Depuis des années, je râle plus quand il y a un métro sur 4, parce que je me dis toujours, mais évidemment, je suis des transports. Je me dis toujours, quand quelqu'un fait grève, ça m'emmerde, mais je me dis qu'il a toujours une bonne raison de le faire. Parce que faut arrêter avec l'idée, il n'y a personne depuis 68 qui a vu des grèves payées. Ça n'existe pas. Une grève payée, ça n'existe pas. Même en 95, et je vais même vous dire, moi j'ai fait 18 ou 19 jours de grève en 95 à la SNCF. Je ne sais même pas si ils m'ont autorisé à poser 3 jours de congé. Mais j'ai perdu 15 jours
15 jours net de salaire. 15 jours net, hein, je parle pas de... Donc, mais ça a été, après, ça a été récupéré après avec la victoire quand l'augmentation a été acceptée après.